Merci de nous renouveler votre confiance. Vous êtes sur DFM TV. On aura donc avec nous ce jour le sélectionneur de l'équipe nationale de Gambie, Tom Saint-Field, qui a accepté d'ailleurs de répondre en direct par téléphone à nos questions en collaboration avec nos confrères de Afrique Football Media qui ont bien, n'est-ce pas, voulu contribuer à cette émission. Chers abonnés, ça sera du show, ça sera du chic avec le sélectionneur des Scorpions du Gambie qui va, n'est-ce pas, nous dire tout ce qu'on veut savoir d'abord sur la qualification de la Gambie et également sur son passage dans certaines sélections africaines. Restez scotchés parce que tout à l'heure on va dérouler. Nous avons donc avec nous le sélectionneur des Scorpions de Gambie, Tom Saint-Field, qui est en direct de Belgique par téléphone pour répondre à nos questions. D'abord, bonsoir coach, j'espère que vous allez bien. Nous commençons directement notre première question par celle-ci. Comment la sélection gambienne, coach, prépare-t-elle sa Coupe d'Afrique des Nations? Bonsoir. Oui, c'est un peu difficile. On n'a pas les matchs de qualification pour la Coupe du Monde comme les autres pays. Ça dit qu'on a seulement l'opportunité pour jouer des matchs amicaux. En septembre, on n'a pas la moitié financièrement pour un campement. On n'a pas joué, on n'a pas un campement en janvier. En septembre. En octobre, on a fait un campement au Maroc. On a fait 2 matchs contre Sierra Leone et Sud-Soudan. Et maintenant, on va aller au Abu Dhabi pour un match amical contre Nouvelle-Zélande. C'est pas le même comme les autres pays qui jouent des qualifications, mais j'utilise aussi ce match et le campement sans stress, sans on a besoin de points pour utiliser des joueurs, pour donner des autres joueurs des occasions pour prouver leur qualité et aussi pour créer l'équipe. Et maintenant, nous sommes presque là pour créer l'équipe finale. On va jouer en novembre un match contre Nouvelle-Zélande. Peut-être il y a un deuxième match en Abu Dhabi, mais c'est pas sûr. Et en décembre, 27 décembre, on va voyager au Gambie et commencer le campement. Mais rien n'est décidé pour le moment. Nous sommes un pays très petit. On n'a pas beaucoup de moitié financièrement. Ça dit que c'est pas facile pour organiser avant. On a aussi besoin des invitations des autres fédérations pour jouer des matchs. Et moi-même, j'espère qu'on va jouer fin décembre, début janvier, 2 matchs amicaux contre des équipes presque la même qualité, la même culture que des matchs dans notre groupe. C'est-à-dire que Mauritanie, Mali et Tunisie. Et j'espère qu'on peut jouer contre des équipes fortes parce que maintenant dans des matchs amicaux, c'est pas vraiment les niveaux qu'on va avoir dans le tournoi. Mais pour le moment, je suis content. Nous savons que nous sommes limités financièrement. Comme entraîneur, tu veux toujours plus, mais tu dois aussi respecter le pays. Et je sais que la fédération, le gouvernement et tout le monde fait tout pour créer une situation positive et on va être prêt pour notre première CAN, j'espère. Nous savons très bien, coach, que la sélection de Gambie est jeune et veut, n'est-ce pas, grandir, mais on suit très bien cette équipe en sélection jeune. La Gambie a de très très bonnes équipes jeunes d'ailleurs, mais on ne ressent pas cela au niveau de la sélection A. Donc, pouvez-vous, coach, nous donner une explication à propos? Gambie a plusieurs fois qualifié pour des CAN pour l'équipe moins 17 et moins 20. Aussi, l'équipe moins 23 est très a des bons résultats pour longtemps. Je ne peux pas juger de ça parce que c'est avant mon temps. Maintenant, notre équipe moins 20 aussi champion de WAFU et qualifié une 3e au CAN. Ça dit qu'il y a toujours des qualités. Gambie est un très petit pays. Nous sommes plus petits que
Lesotho, Eswatini, on a seulement 2 millions de peuples, mais tout le peuple aime le football. Il y a beaucoup de qualités physiquement, mais aussi techniquement. Nous ne sommes pas un pays riche, mais la motivation pour créer quelque chose est là. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer en Europe, qui veulent jouer dans l'équipe nationale. Et maintenant, pour la première fois, on a créé une équipe forte, l'équipe A, avec beaucoup de joueurs de jeune âge. Quelques joueurs ont joué à l'équipe moins 17 avant ou l'équipe moins 20, mais il y a aussi des joueurs qui jamais sont sélectionnés pour les équipes nationales dans la jeunesse, mais qui sont maintenant 20 ans et qui sont prêts pour l'équipe A. Je ne peux pas, comme j'ai votre question, je ne peux pas dire pourquoi avant, parce qu'en 2005, Gambie a joué la Coupe du Monde au Pérou pour le moins 17 et gagné contre Brésil et gagné contre Qatar. Et je pense que seulement 5 ou 6 joueurs après sont des professionnels. Mais comme j'ai dit, c'est avant mon temps. Je ne peux pas juger de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe, quelles sont les raisons pour ça. Et maintenant, mon ambition, mon focus, mon concentration est pour l'équipe A. On travaille ensemble dans la fédération. J'aime travailler avec des jeunes joueurs. On a créé une balance dans l'équipe avec quelques joueurs avec beaucoup d'expérience, mais avec beaucoup de jeunes joueurs. Maintenant, je suis presque 3 ans et demi là, et on a, je pense, 33 joueurs a fait leur début dans l'équipe nationale ce temps. Ça dit qu'on a créé une nouvelle équipe. On a attention pour des jeunes joueurs et aussi, je pense, pour la future. Gambie est prêt pour les prochaines 10 ans pour être je dis pas tout le temps là, mais plusieurs fois là au CAN. C'est maintenant le premier CAN, mais ça ne peut pas être le dernier CAN. Vous avez qualifié, coach, la sélection des Scorpions de Gambie pour la première fois à la CAN et vous êtes dans une poule composée de la Mauritanie, de la Tunisie et du Mali. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous vous considérez dans cette poule? Êtes-vous un outsider? Naturellement, nous sommes un vrai outsider. C'est la première fois que nous sommes qualifiés. On n'a pas l'expérience de jouer un grand tournoi comme ça. Tous les autres 3 pays, Mauritanie, Mali et Tunisie, l'expérience. Mauritanie, c'est la 2e fois, mais ils ont aussi l'expérience de jouer la CHAN. La dernière, cette année, Mauritanie a créé une équipe très forte avec un très bon ligue locaux, mais aussi beaucoup de joueurs maintenant qui jouent en Europe. C'est une équipe. J'ai beaucoup de respect pour l'équipe, mais aussi pour la Fédération Mauritanie qui a créé quelque chose très professionnel et qui est une bonne équipe avec plus d'expérience comme nous. Naturellement, Mali, c'est un autre niveau. Mali peut être toujours dans les 4 meilleurs pays en Afrique. Il peut qualifier pour la Coupe du Monde et il y a tous les joueurs de haut niveau qui jouent dans les grands clubs en Europe. Mais aussi avec beaucoup d'expérience au CAN. Et Tunisie, c'est le plus grand pays dans notre groupe, clairement, avec l'expérience au CAN pour gagner des titres, mais aussi avec l'expérience aux Coupes du Monde. La dernière Coupe du Monde en 2018, Tunisie est là. C'est une équipe très forte avec beaucoup de qualités, avec beaucoup d'expérience. Nous sommes d'underdog, nous sommes outsiders. Tout le monde savent que c'est la première fois que nous sommes là. Naturellement, notre spectateur, il veut aussi gagner ces matchs. Pour nous, on va voir quelles sont notre limites, quelles sont notre possibilités. Mais clairement, nous ne sommes pas les favoris. Au début, je pense que nous sommes le pays plus mauvais au FIFA ranking dans l'histoire du football qui sont qualifiés. Le temps qu'on a qualifié, nous sommes, je pense,
176 au FIFA Ranking. Maintenant, nous sommes 147 au FIFA Ranking, mais c'est la première fois qu'un pays de notre niveau du FIFA Ranking est qualifié pour la CAN. On a joué la pré-qualification contre Djibouti. Nous sommes un des 8 pays qui a joué la pré-qualification pour ce CAN, pour la qualification. On a des problèmes avec Djibouti. Après, on a gagné notre groupe fort avec Gabon, avec RD Congo et avec Angola. Mais naturellement, dans notre groupe au Limbe, les plus grands favorites sont Tunisie, Mali et aussi Mauritanie qui a plus d'expérience comme nous. Mais nous ne sommes pas peur. Nous ne sommes pas peur de notre pays. Dans les tirages, j'ai vu les 4 chapeaux et dans le chapeau 1, il y a seulement des grands pays. En chapeau 2, il y a aussi quelques très grands pays et les autres des pays de haut niveau. Et aussi en chapeau 3, il y a Gabon. Je suis content avec le tirage. J'ai beaucoup de respect pour chaque pays, mais nous ne sommes pas peur et on va voir quelles sont notre limites contre les 3 autres pays. J'espère qu'on peut faire quelque chose, on peut faire quelques surprises, mais ça ne peut pas être facile. Alors, coach, que retenez-vous vraiment de votre passage à la tête des éperviers du Togo? Pouvez-vous également nous dire si Claude Leroy a volé votre qualification pour la CAN 2017? Et puis, pour votre premier match, vous retirez le brassard de capitaine à Emmanuel Adebayor pour le confier à un nouveau qui est Mathieu Dosevi. C'était à votre époque, bien sûr. Pourquoi, n'est-ce pas, vous l'avez fait? Et je rappelle d'ailleurs que lors d'une sortie, vous avez dit c'était sur ordre du ministre des Sports, chose que ce dernier a refuté. Mon temps au Togo, c'est une très bonne expérience. J'ai toujours aimé de travailler là-bas et j'ai aussi créé des bons résultats. Après 4 matchs dans un groupe avec Djibouti, Libéria et Tunisie, on a 7 points. C'est juste que les mêmes points qu'on a après 4 matchs avec Gambie. Et la seule différence avec Gambie, on a 2 matchs. Les 2 matchs qui restent après 4 matchs sont contre RD Congo et Angola. Et avec Togo, les 2 derniers matchs sont contre Djibouti et Libéria. Pour gagner 3 ou 4 points, c'est pas vraiment difficile. Mes résultats au Togo sont pas exceptionnels, mais sont mieux que l'entraîneur qui est avant moi et sont plus mieux que l'entraîneur qui est après moi, qui dans 5 ans, je pense, a gagné seulement 3 matchs. C'est clairement que j'ai le sentiment que la qualification a volé de moi, c'est clair. J'ai parlé avec le ministre du Sport, il m'a invité, il m'a demandé que êtes-vous intéressé de partir 2 matchs avant la fin. J'ai dit non, pourquoi? Et il est clair que il y a un investissement français au port du Togo. Ils veulent un entraîneur français quand il fait les investissements, et c'est la direction du président du pays, du État, pas de la fédération. Et j'ai toujours aimé de travailler au Togo. J'ai travaillé avec 3 présidents de la fédération, avec 2 ministres du sport, et avec tout le monde, j'ai toujours un bon contact, et aussi avec les joueurs. C'est vraiment dommage parce que normalement en 2017 c'est mon premier CAN. Clairement, quand je gagne mon premier match contre Libéria, mon deuxième match contre Djibouti, je vais aussi gagner 4 points contre Libéria et Djibouti les derniers 2 matchs. Mais c'est passé et c'est une très bonne école pour moi. La situation avec Adebayor, j'ai parlé beaucoup de temps avec Cheyi aussi. Les dernières années qu'on a joué avec Gambie contre Togo, j'ai toujours un très bon contact avec Cheyi, et pour moi peut-être Cheyi est le meilleur joueur que j'ai travaillé. Il est un très bon joueur ce temps-là, mais c'est clair, quand j'ai commencé, j'ai juste signé un nouveau contrat avec Togo,
Et au début, les premières semaines, on a discuté beaucoup avec la fédération, avec Madame la ministre, et elle m'a donné. Elle n'a pas dit peut-être directement, et je ne veux pas lui comme capitaine, mais c'est clair que c'est une direction que il y a beaucoup de peuples qui sont pas heureux que chez les capitaines ce temps-là. Et c'est pour un nouveau entraîneur qui est 2 semaines là, une situation très difficile parce que avant ça, je ne connais pas Shei personnellement. J'ai pas de problème avec lui. Naturellement, je connais lui comme un grand joueur qui a beaucoup d'importance pour son pays, et j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais c'est très difficile de commencer ton travail dans un nouveau pays comme Togo, comme ça. C'est clair, mais ok, ça s'est passé. Comme je dis, c'est une bonne école pour moi. Et après, j'ai un très bon contact avec Shei, avec beaucoup de respect pour lui et lui pour moi. Et ça a passé. C'est seulement dommage pour Togo et pour moi qu'on a arrêté le travail ensemble, parce que quand je pars au Togo, après, les résultats sont vraiment catastrophiques. Je pense les 5 ans après, il y a seulement, comme j'ai dit, 3 victoires. Et c'est dommage pour un très bel pays comme Togo, avec beaucoup de bons joueurs qui ont de bonnes qualités. Et j'espère qu'avec le nouveau entraîneur Paulo Duarte, que Togo va qualifier pour les prochains tournois, parce que le pays doit être toujours là. C'est un pays de football avec beaucoup de potentiel, avec beaucoup de peuples aimables, avec beaucoup de qualités. Et pour le football togolais, c'est très important qu'il qualifie pour les grands tournois. Coach, dites-nous, depuis qu'on voit cette équipe de Gambie jouer, on ressent une certaine inconstance au niveau du milieu de terrain, et nous sommes d'ailleurs à 2 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations dont vous allez prendre part. Alors dites-nous, comment espérez-vous remédier à cette situation dans ces 2 mois qui vous restent pour affronter la compétition? C'est peut-être raison, on n'a pas avant, dans notre match amicaux, dans notre match de qualification, on a changé plusieurs fois le milieu du terrain. Il y a dans le temps de Covid aussi des raisons qu'on n'a pas de contrôle. Les joueurs qui sont pas disponibles, il y a quelques joueurs qui sont infectés par Covid, il y a quelques joueurs pas libérés par leur club, il y a quelques joueurs qui sont blessés. Ça a aussi influence de ça. J'ai invité Ibrahima Darbou 3 fois avant qu'il peut venir, le joueur du AS Rome, parce qu'AS Rome n'a pas libéré ce joueur. Il y a des autres joueurs comme ça, comme Souleymane Maré, qui est positif avant et n'est pas libéré après. Il y a des raisons qu'on n'a pas la stabilité au milieu du terrain. C'est clair, quand on va aux défenses, c'est presque tout le temps les mêmes défenseurs. En attaque, c'est presque tout le temps les mêmes attaquants. Au milieu du terrain, on a cherché un bon mix. On a cherché l'idée, on veut jouer avec 2 ou 3 joueurs centrales, dans quelle forme. On a essayé quelque chose. On a vu aussi quels sont les joueurs qu'on a besoin pour la stabilité au milieu du terrain. Et j'espère qu'on a trouvé ça. Le dernier campement au Maroc, comme j'ai dit, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas joué en septembre parce que ça manque de matchs, mais le dernier campement au Maroc, on a joué contre Sud-Soudan et Sierra Leone. On a vu quelque chose nous sommes contents. Je pense, notre staff et moi, on sait qu'elle est important pour la stabilité au milieu du terrain. Et quand tous les joueurs sont disponibles, dans une bonne santé, je pense qu'on a la possibilité de créer un bon milieu de terrain qui est prêt pour la CAN.
En passant, vous avez, coach, avec votre sélection, bien sûr, fait quelques semaines au Maroc tout récemment, où vous avez fait un stage. Alors, qu'est-ce que Tom Saintfield et son équipe recherchaient réellement au sorti de ce stage? Dans notre dernier campement au Maroc, c'est clair, après juin, on n'a pas une rencontre, on n'a pas une réunion avec l'équipe, pas en septembre, en octobre au Maroc. Ça a aidé parce que j'ai invité quelques joueurs qu'on a vus avant, mais on n'a pas 100% sûr qu'ils sont prêts, ils peuvent donner qu'on veut. Dans chaque équipe, il y a des bons joueurs, mais c'est une équipe nationale, une sélection, c'est pas seulement des bons joueurs, c'est aussi une bonne équipe. Les joueurs qui ont des disciplines au pelouse, qui respectent les tactiques, les instructions, mais aussi les joueurs qui sont disciplinés dans l'hôtel et dans l'organisation. On va créer un groupe qui aime jouer ensemble et qui respecte le groupe et qui peut donner tout pour le pays, parce qu'on sait on va jouer contre des grands pays au Cannes. Quand on pense que ça veut être facile, quand on pense que nous sommes les grands stars, on va perdre chaque match. Nous avons besoin d'une équipe qui est prête de jouer dans la discipline, dans une bonne organisation, et on a cherché ça aussi au Maroc. J'ai analysé ensemble avec mon staff tous les joueurs. Naturellement, il y a toujours un groupe de joueurs qui sont sûrs, qui sont dans les sélections, parce que on sait les qualités. Il y a des joueurs qui ont joué beaucoup de matchs dans les qualifications pour longtemps. On est 100% sûr ces joueurs, mais il y a toujours aussi des joueurs qu'on doute. On a cherché des alternatives pour quelques positions, parce que quand on est allé en Cannes, on doit voir quelles sont les situations. Peut-être on a les 11 ou les 15 ou les 16, mais quelles sont les situations qui peuvent passer, blessures, carte rouge, carte jaune, tactiquement, quelles alternatives nous avons besoin, dans quelle situation. Et maintenant, on va prendre une décision, et après le Cannes, on sait seulement que c'est une bonne décision ou pas. C'est pas facile, mais on a discuté beaucoup, et on va discuter beaucoup avec le staff pour prendre les meilleures décisions. Mais le stage au Maroc a aidé beaucoup. Pour quelques joueurs, on est 100% sûr que c'est pas suffisant pour jouer au Cannes. Pour les autres, ils ont prouvé qu'on sont 100% sûr qu'ils sont là. Et aussi, tactiquement, on a analysé quelle est notre équipe. On a aussi, les derniers mois, quelques nouveaux joueurs. Je pense à Seydi Yanko, qui a fait son début au Maroc, qui joue avec Real Valladolid, mais qui aussi longtemps à attendre pour une sélection au Suisse. Le même pour Léon Gouara, qui a fait son début en Turquie en juin, qui avant joué pour l'équipe nationale de jeunesse du Allemand. Aussi Noah Sanko Sundberg est maintenant 1 an dans notre équipe, mais qui a joué avant pour les équipes de jeunesse du Suède. Sont créés, il y a de nouveaux noms. On a besoin d'analyser ces joueurs, quelles sont les qualités dans le groupe, et quel est le meilleur système pour réussir notre but, des bons résultats avec les qualités qui sont disponibles. Et chaque campement est important pour analyser ça. Mais maintenant, 2 mois avant le Cannes, ou moins de 2 mois avant le Cannes, c'est important qu'on va créer un automatisme, stabilité dans les groupes, et on va créer un groupe qui est prêt pour le Cannes. Vous vous êtes brillamment qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 avec cette première place acquise dans le groupe D, au même titre que le Gabon qui a aussi eu 10 points comme vous. Maintenant, vous avez laissé au carreau la République démocratique du Congo et puis l'Angola, 2 équipes qui ont l'habitude de participer à cette compétition. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence pour que vous, qui étiez considéré comme le petit poussé, parvenez à dominer ce groupe? Avant le tirage, ou avant notre pré-qualification contre Djibouti,
j'ai pensé, ok, c'est un groupe très difficile avec RD Congo. Pour moi, RD Congo est un des plus grands pays de football en Afrique. C'est un pays avec la qualité pour qualifier pour la Coupe du Monde, pour être toujours au CAN, pour gagner la CAN. RD Congo est pour moi le même niveau que Cameroun, que Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Algérie, Sénégal, Maroc, Égypte, Tunisie. Le niveau des plus grands pays en football. Tous les joueurs jouent en Europe de haut niveau. Il y a une ligue locale très haut. Sont aussi les mêmes pour Gabon, une équipe très forte avec beaucoup de qualité, beaucoup de joueurs qui jouent de haut niveau en Europe, qui fait un très bon travail aussi avant au CAN. Et Angola, c'est aussi un pays et quelques joueurs qui jouent en Europe, au Portugal, mais aussi de ligue locale de haut niveau. Ce sont 3 pays qui sont dans les dernières CAN, 3 pays qui normalement sont toujours là au tournoi. Au début, tout le monde a pensé que c'est un groupe impossible pour qualifier pour la Gambie. Mais j'ai réfléchi un peu et j'ai pensé, ok, on a fait des matchs avant, la qualification avant, on a fait 2 matchs nuls contre Algérie. On a joué, on a gagné contre Bénin, on a fait des matchs amicaux, on a gagné contre Maroc au Marrakech, on a gagné contre Guinée-Conakry, on a fait des bons résultats contre des très grands pays en Afrique. J'ai pensé que tout est possible, on peut aussi des bons résultats dans ce groupe. Une autre chose spéciale dans ce groupe, il n'y a pas un favori. Chaque pays peut gagner contre l'autre, mais chaque pays aussi peut perdre contre l'autre. Avant ce groupe, j'ai dit aussi, c'est clair qu'il y a toujours des pays qui vont perdre contre l'autre. Il n'y a pas un pays qui a le maximum point dans ce groupe. C'est aussi une possibilité. Il y a 3 favoris. Il y a un petit pays comme Gambie et c'est notre occasion et notre premier match dans ce groupe c'est extérieur au Angola. C'est quelque chose de spécial parce qu'on a gagné 1-3 là-bas et c'est la première victoire de l'histoire du Gambie dans un match compétitif extérieur Gambie. Dans 50, 60 ans, Gambie jamais gagné un match compétitif extérieur Gambie avec l'équipe A. Et on a gagné notre premier match dans ce groupe. Ça a donné beaucoup de confiance. Le deuxième match, on a joué un match nul contre RD Congo. Et au début, on a directement prendre la première position. Mais on est aussi réaliste qu'on va faire la concentration chaque match, chaque moment, parce que tous les 3 autres pays sont de très haut niveau et tous les 3 autres pays peuvent qualifier pour la CAN. Mais je ne veux pas dire que RD Congo n'a pas joué bien, parce que pour moi, RD Congo, c'est vraiment un pays que je pense peut qualifier pour la Coupe du Monde. Maintenant, ils sont, je pense, 2 ou 3e dans notre groupe pour la Coupe du Monde, mais ils peuvent toujours, quand ils gagnent les 2 derniers matchs dans le groupe, ils sont qualifiés comme numéro 1 pour les playoffs, et je suis 100% sûr que RD Congo peut être au championnat du monde au Qatar. C'est le résultat que RD Congo n'a pas qualifié pour la CAN et le résultat qu'il y a 3 autres pays qui sont aussi forts et chaque pays a perdu des points et l'équipe qui a perdu moins de points que l'autre est qualifiée, c'est Gabon et Gambie. Mais parce qu'il n'y a pas un favori, comme je dis avant, c'est un groupe avant très difficile et on a fait un bon travail ensemble et oui, je suis fier de mon équipe. Vous aviez dans votre effectif un joueur comme Steve Travali, qu'on connaît très bien, un joueur assez important dans votre dispositif tactique. Coach, dites-nous, le considérez-vous comme un buteur dans votre effectif ou alors juste un attaquant d'appui? Oui, Steve Travali est un très bon joueur. Il a fait beaucoup de buts au Chine. Maintenant, aux Émirats, il joue aussi à côté gauche.
Et le même rôle, il a aussi dans notre équipe. Il n'a pas marqué pour le moment un but pour l'équipe nationale, mais presque chaque match quand il a joué, il est très important pour l'équipe. Il a un très bon dribble, il est rapide, il est intelligent, il peut créer des occasions et donner les dernières passes, l'assist. Il est un joueur très important et pour moi, c'est pas très important qu'il marque des buts ou pas. On a une équipe et chaque joueur peut marquer un but. Le plus important pour l'équipe est on gagne, on a un bon résultat et comme on dit, je m'en fous qui marque le but. Quand chaque joueur fait son rôle et le résultat est bon, c'est le plus important. Et Steve fait ça très bien. Il est un joueur très intelligent avec beaucoup de qualités. J'espère pour Steve qu'il peut marquer plus vite son premier but pour l'équipe nationale parce que je sais c'est aussi important pour lui dans sa tête, pour son sentiment. Mais pour moi, comme entraîneur, il n'est pas mon attaquant au centre parce qu'on a Hassan Cissé qui a marqué 11 buts dans les dernières 3 années au l'équipe nationale. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais Steve est très important dans son rôle. Il peut jouer comme attaquant parce que contre Gabon, quand Hassan Cissé a Covid, il n'est pas là. Steve a joué comme attaquant. Il est très important dans ce match. Mais il peut jouer aussi au numéro 10 ou il peut jouer au flanc. Il peut jouer dans beaucoup de positions et dans chaque position, il a son rôle et son importance. Une question qui me taraude un peu l'esprit. Nous savons que la Gambie est une équipe difficile à battre à domicile, mais certains reprochent évidemment les dirigeants du football gambien des pratiques malsaines, notamment le traitement des écureuils du Bénin sans eau dans leur hôtel lors de ce match que vous avez bel et bien vécu. Et puis, il n'avait pas d'eau pour se doucher, bien sûr. Et puis, tout récemment, les images des joueurs des Panthères du Gabon laissés abandonnés à l'aéroport et qui ont passé la nuit dans votre aéroport. La CAN se jouera donc au Cameroun. Et puis, vous serez bien sûr hors de la Gambie, coach. Allez-vous montrer que vous méritez vraiment votre qualification à travers de bonnes prestations au Cameroun? La situation du Bénin, je ne sais pas, parce que c'est en 2018, on a joué contre Bénin. J'ai pas l'information qu'il n'y a pas de l'eau dans l'hôtel et pour ma connaissance, chaque équipe organise leur hôtel avant. Qu'est-ce qu'on fait aussi dans des autres pays? C'est la première fois que je suis informé de ça. Et la situation du Gabon, quand le match est un lundi à 16h et tu arrives à minuit dimanche soir, c'est pas une bonne préparation de le côté du Gabon. Et on sait qu'il y a le Covid. Quand tu ne veux pas prouver, tu ne veux pas faire un test et prouver que tu es négatif dans le Covid, on a respecté tout le temps les règles. Au Gabon, au Angola, chaque pays, en RD Congo, quand on demande pour faire un test au aéroport ou quand on demande pour faire un test à l'hôtel, on a fait ça. Quand on demande au aéroport de prouver qu'on a vacciné ou a fait un test, on a accepté ça. De dire que il y a des choses au Gambie qui sont pas correctes, c'est pas vrai. Naturellement, nous sommes un petit pays, on n'a pas l'influence aux médias que les autres, mais c'est clair quand tu arrives 16 heures avant le match et au minuit et tu refuses de prouver, de faire un test, je pense pas que Gambie est responsable pour ça. On a fait des bons résultats avant extérieurs. Comme je dis, on a gagné au Angola 1-3. On a gagné au Marrakech un match amical contre la meilleure équipe du Maroc. On a gagné 0-1 au Marrakech. On a gagné contre Guinée extérieur. On a fait un match nul dans la qualification contre Algérie. Pour moi, c'est pas important qu'on joue à domicile ou extérieur. Il
y a des peuples qui disent qu'on joue mieux à l'extérieur qu'au domicile. Je suis 100%, on va faire tout pour prouver que Gambie est un pays respectable au monde football. Ça veut pas être facile parce que il y a toujours aussi une autre équipe aux pelouses et les autres équipes ont aussi des qualités. Comme je dis avant, j'ai beaucoup de respect pour Tunisie, pour Mali et aussi Mauritanie. Ce sont des équipes fortes avec plus d'expérience comme nous, mais j'ai rien de doute que on peut être compétitif et je suis 100% sûr que la Gambie fait un bon travail et des bons matchs au CAN. Et après, on va voir que c'est suffisant pour gagner des points ou plus. Mais c'est pas seulement nous sommes seulement forts à domicile. Comme j'ai dit, et les exemples sont là. On a fait de bons résultats et de bons matchs aussi extérieurs. Vous avez eu un passage dans la sélection des éperviers du Togo, comme on l'a dit bien avant, et puis beaucoup ont trouvé votre travail assez reluisant. Alors, coach, vous-même, en vous regardant sur la glace, comment le jugez-vous votre travail par rapport à certains sélectionneurs qui vous ont précédé? Comme entraîneur, tu fais toujours aussi des fautes, tu fais de bons travail, mais tu fais aussi des fautes, c'est clair. Et aussi dans mon temps du Togo, après, je peux dire, peut-être je dois faire quelque chose de différent, mais c'est après. Quand tu vu seulement au résultat et aux moyennes du point, ça dit que je suis mieux que l'entraîneur avant moi et je suis plus mieux que l'entraîneur après moi dans les matchs compétitifs pour la CAN. Mais ok, ce sont seulement des statistiques. Je sais que j'ai toujours aimé de travailler au Togo. J'ai toujours une très bonne relation avec les joueurs. Aussi, quand on a joué des 2 matchs dans les qualifications en 2018 contre Togo avec Gambie, aussi quand on a joué un match amical contre Togo en Turquie en juin, on a toujours une très bonne relation avec des joueurs, mais aussi le staff, la fédération. J'ai beaucoup de respect pour le président de la fédération. Je suis toujours en contact avec beaucoup de peuples dans l'organisation et pour moi, Togo est quelque chose de spécial. Mais clairement, quand dans cette situation que je suis poussé de partir au Togo, il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'entraîneur qui aime ça parce que c'est le moment qu'on peut qualifier pour moi la première fois et pour Togo pour la CAN. Et après, c'est clair que c'est pas un choix sportivement parce que l'entraîneur qui a signé après moi, qui n'a pas donné les résultats, et c'est vraiment dommage. C'est pas dommage pour moi parce que j'ai fait un autre travail avec des autres pays et je suis très content avec Gambie. Et maintenant, j'ai fait un bon travail au Gambie, on a qualifié. Mais c'est vraiment dommage pour les peuples au Togo parce que les Togolais sont très aimables. Les peuples aiment le football, très supportifs. Aussi, les journalistes au Togo, j'ai toujours une très bonne connexion avec tout. Et c'est vraiment dommage que le football togolais, une équipe avant qui est qualifiée pour la Coupe du Monde et presque tout le temps là au CAN, maintenant 2 fois pas qualifié pour la CAN et c'est pas normal pour un pays comme Togo et je pense que les peuples togolais, les joueurs, la fédération, le staff, le gouvernement et plus les spectateurs, ils expectent, ils ont besoin de qualifications, de jouer les grands tournois et je pense ça va changer avec Paul Duarte. Il est un très bon entraîneur, il a fait un très bon travail avant au Gabon et au Burkina Faso. J'espère que pour les Togolais, ça va changer parce que c'est très important pour le pays et je suis un supporter pour les éperviers toute ma vie parce que j'ai seulement un très bon sentiment avec Togo et naturellement, j'ai aimé d'être là le temps au CAN en 2017, mais c'est l'histoire et maintenant j'ai seulement vu la future et je suis très content avec
avec les Scorpions du Gambie. Vous étiez, Tom Seyfield, à un pas d'être engagé comme sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. À la dernière minute, c'était en 2017 bien sûr, et à la dernière minute, on n'a plus vu votre nom sur cette liste. Dites-nous, que s'est-il réellement passé? Avez-vous une idée de ce qui s'est passé pour que vous ne puissiez pas décrocher ce contrat? Oui, il y a un agent qui a discuté avec la fédération et le gouvernement au Cameroun et naturellement, c'est un rêve pour chaque entraîneur, chaque sélectionneur de travailler avec les plus grands pays d'un continent. Et la raison que je suis en Afrique est de créer quelque chose d'unique. Je pense que les grands pays africains peuvent aller aux Coupes du Monde pour faire quelque chose. Pour aller au demi-finales ou finales ou peut-être être champion d'Afrique. Plusieurs fois, il y a des grands noms qui sont signés par les fédérations, mais qui ne font rien. Je pense au Sven-Goran Eriksson ou Lars Lagerbäck. Ce sont des grands entraîneurs avec une grande histoire, mais qui avec pas de passion, peut-être pas de connaissance de football africain. Et je pense que les grands pays comme Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Maroc, Égypte, Algérie peuvent aller aux Coupes du Monde pour gagner des matchs, pour qualifier pour deuxième tour, pour aller le quart final. Naturellement, ils doivent jouer un peu différent comme en Afrique. Quand tu es un grand pays en Afrique, tu es peut-être pas un grand pays au monde, mais toujours les petits pays peuvent aussi qualifier pour le prochain tour. Et le moment là, quand je suis en discussion avec Cameroun, c'est naturellement mon ambition de travailler avec Cameroun. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe à ce moment-là. C'est vraiment dommage parce que comme entraîneur, c'est un rêve de travailler avec un pays comme Cameroun. En 82, c'est mon première expérience comme petit garçon que j'ai vu la Coupe du Monde avec Cameroun, avec Roger Mila, avec Nkono, et naturellement, ça reste dans ton tête, ton expérience, dans l'histoire de football. Et ce moment-là, je pense que c'est en 2017, je suis presque sélectionneur du Cameroun. C'est dommage que ça n'a pas passé, mais ok, c'est le football et on ne sait pas qu'est-ce qui passe dans le futur. Comme je dis avant, je suis très content d'être sélectionneur du Gambie. Je suis très content de travailler avec une équipe très forte, avec des joueurs ambitionnés, avec beaucoup de qualités, avec un staff très capable et avec une fédération, un gouvernement très supportif. Pour le moment, je suis très très content au Gambie, mais naturellement, il y a des moments dans ta carrière, et c'est pour chaque personne qu'on n'a pas la chance pour la prochaine étape, mais c'est pas possible en 2019, en 2017, peut-être c'est possible dans le futur, on ne sait pas. En prélude à la période FIFA qui aura lieu ce mois de novembre, vous avez préféré aller du côté de Dubaï pour un stage avec votre sélection. Dites-nous, coach, pourquoi avoir choisi Dubaï tout en sachant que vous jouerez la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en janvier et puis ce match amical face à la Nouvelle-Zélande. Pourquoi le choix de la Nouvelle-Zélande au lieu, par exemple, d'une équipe africaine? Oui, on a choisi Dubaï au début parce que c'est financièrement mieux pour nous. Ça coûte moins qu'aller au Antalya. La situation est un peu difficile pour le moment, qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont disponibles en Afrique. On a seulement île Maurice, Comores, Seychelles, on a Botswana, Lesotho, on a Sao Tome et Principe, Sierra Leone. On a
a joué contre Sud-Soudan et Sierra Leone et on a plusieurs fois discuté avec Comores, mais c'est pas facile. Au début, on a agréé un campement au Antalya avec 2 matchs, mais après ma fédération m'a dit que ça coûte plus et c'est pas possible. Et j'ai tout le respect. Je suis seulement entraîneur, je suis pas responsable pour le financier de la fédération, et l'offre est là pour aller au Dubaï. Ça coûte moins. C'est seulement un match, c'est dommage, mais autrefois je suis aussi content qu'on peut jouer contre un pays comme Nouvelle-Zélande, parce que c'est un pays fort, avec une autre culture de football, avec beaucoup de joueurs de haut niveau, et un pays qui a l'expérience de jouer aux Coupes du Monde en 2010 les dernières fois, et ça peut aider aussi dans notre développement comme équipe. De jouer contre un autre style, une autre manière de football, ça aide l'équipe de trouver des solutions différentes, et j'espère qu'on peut être mieux après ça pour la CAN. Mais naturellement, comme entraîneur, on veut préparer contre les grands pays, Algérie, Nigeria, Afrique du Sud, mais tous les pays sont pas disponibles pour le moment, et je suis content avec toute la fédération et le gouvernement peut régler pour nous, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire là, et j'espère que ça peut aider le développement de l'équipe. Avec le bon travail effectué en Gambie, que tout le monde connaît aujourd'hui et dont vous ne manquez pas d'avoir des messages de félicitations, pouvez-vous estimer, Tom Seffield, que vous méritez d'entraîner une sélection majeure en Afrique? Je vais prendre l'exemple du Ghana, du Sénégal, du Nigeria, de l'Algérie, bien sûr, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte ou encore du Maroc. Je pense que chaque entraîneur pense qu'il est prêt pour travailler avec les grands pays. C'est clair. J'ai aussi beaucoup de confiance dans mon travail, mais je dois dire que mon expérience en Afrique, mon expérience avec beaucoup de pays est maintenant dans les niveaux que je suis 100% sûr que je suis prêt pour ça. Mais il y a des moments avant, quelquefois, je suis presque entraîneur du Super Eagles du Nigeria en 2012 comme directeur technique, en 2016 comme sélectionneur, et en 2017, je suis presque entraîneur du Cameroun. Mais ok, ça passe. Maintenant, je ne pense pas des autres pays. Mon concentration, mon responsabilité est tout au Gambie. Avant, dans ma vie, j'ai plusieurs fois pris des mauvaises décisions de partir plus vite dans un contrat ou de signer un contrat court pour partir plus vite. Maintenant, je suis plus vieux, plus de stabilité, plus relax. Ça dit que j'aime travailler avec Gambie. Je travaille dans une bonne situation avec un bon staff, comme j'ai dit avant, avec une bonne fédération, un bon gouvernement, et très important avec des joueurs très bien et qui comprennent que je veux, et mon concentration est seulement pour ça. Mais naturellement, comme entraîneur, c'est clair, je veux travailler avec les meilleurs, je veux aller aux Coupes du Monde, et je suis 100% sûr que quand je peux travailler avec les grands pays en Afrique, je veux donner aussi des grands résultats. Et mon travail avec des pays comme Togo, avec Éthiopie, Namibie, Malawi ou maintenant Gambie, c'est presque le même que le travail pour un entraîneur aux Coupes du Monde avec Côte d'Ivoire ou Ghana ou Cameroun. En Afrique, les grands pays sont les grands pays. Ben, quand tu joues contre Argentine, Brésil, Allemand, Angleterre, France, tu n'es pas le plus grand pays, tu es peut-être l'underdog, l'outsider, et la stratégie doit être de jouer comme un outsider pour réussir quelque chose unique, pour aller pour la première fois aux demi-finales ou plus dans la Coupe du Monde. Et c'est mon ambition dans le futur, c'est clair.
Et je pense que presque tout le monde sait que c'est mon ambition comme sélectionneur. Je veux jouer une Coupe du Monde avec un pays et pas seulement jouer, mais aussi créer des bons résultats. Et je pense que je suis capable pour ça. Mais comme je dis, pour le moment, mon concentration est tout au Gambie. Je suis très content là et je veux créer quelque chose de spécial avec Gambie et on va voir qu'est-ce qui passe dans le futur. On remarque que la Zambie brille par tristement par des actes anti-fair play, comme faire passer la nuit aux joueurs des Panthères du Gabon à l'aéroport, ou encore couper l'eau dans les hôtels des Écureuils du Bénin à la veille d'un match aussi capital. Cette pratique tente à devenir une filière gambienne. Quel commentaire faites-vous à ce sujet, coach? Comme je dis avant, la situation avec Bénin, c'est la première fois que je sais ça, parce que le moment là, les derniers 3 ans, personne m'a parlé de cette situation. C'est quelque chose de nouvel pour moi. La situation du Gabon, je pense que c'est la qualité quand un grand joueur Aubameyang qui poste quelque chose sur Internet, tout le monde copy-paste ça. C'est clair que c'est quelque chose pas bon pour le football, mais de dire que la Gambie est la raison pour ça, comme je dis, quand tu arrives 16 heures avant un match, dans la nuit, minuit, tu arrives dans un pays et tu ne veux pas faire le test de Covid dans un temps précaire pour le Covid. Tu ne penses pas que la Gambie est responsable pour ça. On a voyagé des autres pays, au Gabon, on a fait le test au aéroport au Gabon, mais on est arrivé 2 jours ou 3 jours avant le match. Nous sommes des professionnels, on va préparer comme des professionnels, on a respect pour les règles de notre pays, on a respect pour les règles de santé d'un pays. Un joueur de nous a testé positif au Gambie, il n'y a rien de personne de nous qui a dit au Gabon, il n'y a rien de personne qui a parlé que c'est pas correct ou comme ça, on a respecté tout. Après le match au Gabon, on a resté dans la nuit dans l'aéroport parce que l'aéroport est fermé juste avant on est arrivé, on a retourné à l'hôtel, on a fait 2 fois le check-out dans le même hôtel. On n'a jamais parlé de ça parce qu'on sait des professionnels, on connaît le métier, on connaît la situation précaire. Mais comme j'ai dit, quand un pays comme Gabon arrive minuit, exactement 16 heures avant le match, la règle de FIFA dit que chaque pays doit être minimum 24 heures avant un match là-bas. C'est la première faute du Gabon. Le deuxième est il refuse de faire le test au aéroport. Et je dois dire quelque chose, Gabon a joué ce match contre nous sans faire le test. Il y a la claire règle de FIFA que chaque pays doit faire un test. Et Gabon n'a pas fait le test. Tu ne peux pas dire qu'on a un pas sportif. Et moi, comme entraîneur, j'ai seulement l'information parce que Aubameyang a fait le post sur Internet. C'est la première fois que c'est dans ma connaissance. Et c'est vraiment dommage, mais tu ne peux pas dire que Gambie est responsable pour ça. Comme je dis, le travail aux pelouses, les joueurs, les qualifications, le match contre Bénin, c'est 3 ans passés et c'est la première fois que, dans ma connaissance, qu'il y a un problème avec l'eau. Et le match contre Gabon, comme j'ai dit, c'est pas notre responsabilité. Aux pelouses, on a joué, on a perdu quelques matchs, on a gagné quelques matchs, mais ces matchs, c'est joué aux pelouses, pas dans l'aéroport.
Merci, chers abonnés, d'avoir prêté votre oreille attentive. C'était donc le sélectionneur des Scorpions de la Gambie, Tom Saintfield, qui a répondu à nos questions. Merci à mes confrères de Afrique Football Media et qui ont, n'est-ce pas, contribué largement à la production de cet échange. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook ou encore Instagram. À très bientôt.